Alors, les demandes principales des patientes, en général, c'est une hypertrophie nasale. La plus courante, la plus fréquente, c'est une hypertrophie nasale, c'est-à-dire en général un nez trop long, convexe, et qui occupe, disons, dans un visage une place prépondérante. Voilà, et donc qui déséquilibre un peu le visage lorsqu'on l'analyse par tiers, hein, ce qui est l'habitude, c'est-à-dire le tiers supérieur, tiers moyen, tiers inférieur. Évidemment que si vous avez un tiers moyen occupé par un nez volumineux, c'est souvent le cas pour des raisons ou héréditaires, le papa ou la maman, ou bien également ethniques parfois, eh bien, évidemment, ça déséquilibre le visage et la personne souhaite réduire ce nez. Plus rarement, on a des demandes inverses, c'est-à-dire au contraire, des nez qui sont à corriger. Ce sont souvent des nez là aussi ethniques, des nez asiatiques. Il faut au contraire augmenter en hauteur et affiner également au niveau de la pointe. Bon, le nez, il est composé d'un squelette osseux, donc, avec une structure osseuse qui a la forme d'un toit, avec un os propre droit et un os propre nasal gauche, qui sont accolés comme un toit exactement, et qui se prolonge en avant par la pointe du nez qui est, elle, cartilagineuse. Et ce cartilage, cette structure cartilagineuse qui est assez complexe en réalité, puisqu'elle est constituée de plusieurs choses. Elle est constituée de la cloison nasale, du septum nasal. Elle est constituée latéralement de cartilages qu'on appelle les cartilages triangulaires, qui sont très importants dans la qualité de la respiration. Et il y a également les cartilages alaires, ceux qui donnent la forme des narines, alaires parce qu'ils ont la forme d'une aile en fait. Et donc lorsqu'on intervient sur une pointe de nez, ça peut être relativement complexe puisqu'on est susceptible d'agir sur l'ensemble de ces structures qu'il faut appréhender bien sûr et disséquer avant d'intervenir dessus. En général, si vous voulez, la bosse, quand on intervient sur une bosse nasale, elle n'est pas seulement osseuse ou elle n'est pas cartilagineuse, elle est ostéocartilagineuse. Et donc, il faut intervenir sur l'ensemble du squelette. Alors, à quel moment cette chirurgie nasale relève-t-elle de l'ORL ou bien plutôt du chirurgien plasticien ou du chirurgien maxillofacial? Disons que je serais tenté de vous dire que, en pratique, lorsqu'il y a un problème respiratoire, c'est plutôt du ressort de l'ORL, qui a une parfaite connaissance de la physiologie respiratoire, des structures nasales, qui est équipée pour faire de la chirurgie endonasale. Lorsqu'il y a en général un traumatisme, c'est plutôt du ressort de l'équipe maxillofaciale, en général hospitalière, puisque c'est eux qui reçoivent les traumatismes en général. Et puis lorsqu'on va vers de l'esthétique pure, on a plutôt affaire à des chirurgiens plasticiens, encore que tous les plasticiens ne soient pas véritablement formés systématiquement à la chirurgie nasale. L'analyse, elle est avant tout une analyse clinique. Il faut déterminer si vous avez un souci respiratoire. Bon. S'il y en a un scanner peut être utile, évidemment, et éventuellement un avis ORL. Si on veut vraiment résumer les choses, c'est vraiment l'analyse clinique, l'examen qui est fondamental. Si on se polarise sur l'aspect esthétique des choses, comme je le disais précédemment, on analyse les choses par tiers. Donc on analyse le nez dans un visage. Et ce nez doit être proportionné. Et toute la question, finalement, est d'intervenir sans trop en faire, de façon à ne pas déséquilibrer un visage, en démasquant une autre malformation ou un autre problème. Par exemple, un problème de menton un petit peu trop présent. On objective les choses avec une analyse photographique, en général. On peut ainsi déterminer plus objectivement l'importance de ce qu'il y a à faire au niveau nasal, et puis aussi surtout de ce qu'il ne faut pas faire. Le plus important, c'est l'examen clinique qui est fait pendant les consultations préopératoires pour déterminer avec le patient, au besoin avec, en général, au moins 2 consultations, mais ça peut être 3, 4, autant qu'il le faut,
vraiment s'entendre sur les objectifs à atteindre. Les objectifs classiques, c'est une réduction de la longueur, c'est une diminution de la largeur, c'est une suppression de la bosse, mais est-ce qu'on veut un nez droit, est-ce qu'on veut un nez un petit peu creusé? Est-ce que le fait de creuser le nez va être compatible avec le reste du visage? Est-ce qu'on ne va pas déséquilibrer l'harmonie d'un visage? Alors sur le plan technique, comment ça se marche? Ben, c'est une intervention qui se fait sous anesthésie générale. Il n'y a pas normalement pour une voie classique endo-nasale de cicatrice extérieure. On passe par l'intérieur des narines avec des incisions qui permettent donc de squelettiser, de mettre en évidence les différentes structures, les structures osseuses, donc les os du nez, les structures cartilagineuses, donc, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, cartilage triangulaire, septum, cartilage alaire, et une fois que toutes ces structures sont individualisées, eh bien, on a la possibilité d'intervenir dessus. Alors, les interventions, c'est un petit peu difficile de rentrer dans les détails, mais enfin, on dispose d'instruments qui permettent de découper l'os, de les rapprocher, d'intervenir également sur les cartilages, soit en les diminuant, soit en les suturant, soit en rajoutant, c'est-à-dire en faisant des greffes de cartilage que l'on peut prendre soit au niveau de la cloison nasale, soit au niveau de l'oreille, le cartilage de l'oreille. Alors, en cas de traumatisme, il faut différencier deux cas. Soit vous avez une intervention, enfin une urgence, c'est-à-dire que le traumatisme vient d'avoir lieu. Par exemple, un match de rugby ou une sortie de boîte et vous avez le patient qui arrive aux urgences. En général, il y a deux cas. Soit la fracture est ouverte et il faut s'en occuper parce qu'il y a une plaie, il faut s'en occuper tout de suite. Soit la fracture est fermée et en général, on a intérêt à attendre un petit peu, quelques jours, que l'hématome, parce que, comme vous le savez sans doute, dès qu'il y a un traumatisme au niveau du visage, ça entraîne des hématomes considérables, des gonflements, et donc il est difficile de voir les déformations finalement qui sont présentes. On a donc intérêt à attendre quelques jours que les hématomes diminuent de façon à voir exactement la déformation. Bon, ça c'est en cas de traumatisme initial. Lorsqu'on voit des patients à distance du traumatisme, quand je dis à distance, c'est disons au-delà de 3 semaines, 1 mois, c'est difficile d'intervenir parce que si on intervient, si vous voulez, il est trop tard pour remettre les structures osseuses, pour réduire la fracture, pour remettre immédiatement les os en place, parce que très rapidement, vous avez une sorte de fibrose qui s'installe, une sorte de soudure, et on considère qu'au-delà de 15 jours, c'est déjà fixé et on ne peut plus réduire la fracture. Donc, on a en gros 15 jours pour intervenir. Au-delà, il faut attendre. Il faut attendre théoriquement au moins 3 mois et plutôt 6 mois que l'on puisse intervenir, faire une rhinoplastie secondaire et que l'on puisse intervenir sur des structures stables qui sont parfaitement cicatrisées et pour lesquelles on va pouvoir faire une rhinoplastie, je dirais, normale. Il faut être majeur, en théorie. On peut intervenir sur des mineurs une fois que la croissance nasale est terminée, c'est-à-dire vers 14-15 ans, 15 ans, je dirais. Mais il faut que tout le monde soit d'accord. Il ne faut pas que ce soit un caprice, évidemment. La personne soit d'accord, il faut que les parents soient d'accord, il faut que le médecin ou le psychiatre soit d'accord. Alors, c'est une intervention qui a quand même des limites, parce qu'on a quelquefois des patients qui ont des demandes un petit peu extravagantes et qui arrivent avec des photos en disant « je veux le nez d'un tel ». Il est évident qu'on est obligé de faire avec l'existant. Et vous avez des nez qui ont des structures qui sont faites de telle façon qu'on ne pourra, quoi que l'on fasse, pas faire n'importe quoi, parce que vous avez une peau qui est très épaisse, vous avez des narines qui sont trop petites, parce que on sait déjà, si vous voulez, qu'on va avoir une action limitée. Et là, c'est à nous, et c'est d'autant plus facile, évidemment, avec l'expérience, mais c'est à nous de leur dire, écoutez, là, non, votre demande est excessive, on ne pourra pas faire ça. On peut faire ça, éventuellement, faire ça, mais ça, voir ce nez-là, vous ne l'aurez jamais. En tout cas, moi, je ne peux pas vous le faire, mais vous pouvez prendre un autre avis, mais ça m'étonnerait que... Voilà.
plus important, c'est ce dialogue avec le chirurgien pour s'entendre sur des objectifs précis, c'est-à-dire qu'il y a au moins 2 consultations à faire. Il faut évidemment avoir vérifié qu'il n'y a pas de problème respiratoire associé. En ce qui concerne la récupération, il est classique de dire qu'il y a une dizaine de jours d'indisponibilité socio-professionnelle parce que à partir du moment où vous réalisez une intervention sur le squelette nasal et des découpes osseuses, eh bien, il y a des conséquences avec des ecchymoses et des hématomes comme n'importe quelle fracture au niveau du corps, en particulier au niveau du visage. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des gonflements importants, pas toujours, mais on peut avoir des gonflements importants, on peut avoir des ecchymoses qui durent une quinzaine de jours, et le nez reste gonflé environ pendant 3 semaines avec un édème. Donc les patients sortent en général sans mèche, c'est-à-dire qu'ils respirent à peu près normalement, avec un traitement, des gouttes nasales. Ils sortent avec des stéristrips et une attelle pour protéger, évidemment, éviter un coup malencontreux pendant cette période de fragilité post-opératoire.